messieurs, chers téléspectateurs, merci de nous rejoindre sur Téléchat. Vous vous rappelez, nous sommes aujourd'hui le 15 janvier 2014 et cette date est assez historique pour le Tchad parce que si vous vous rappelez, le 15 janvier 1993, une grande rencontre a débuté au Tchad. Elle a réuni 1 millier de Tchadiens, 800 pour être précis. C'était la conférence nationale souveraine, la CNS, qui s'est déroulée ici à N'Djamena pendant 3 mois. 3 mois qui ont permis à ce millier de Tchadiens réunis de discuter de toutes les questions nationales et de pouvoir engager le pays sur la voie de la démocratisation. Donc, en rappel de cette date et 20 ans après la tenue de cette conférence nationale souveraine, ce soir, nous allons essayer de jeter un regard rétrospectif. Et pour cela, nous allons nous entretenir avec 2 hommes de droit, 2 juristes. L'un a été acteur de cette conférence nationale souveraine. Je parle donc de M. Ahmad Mamad Hassan. Bonsoir. Bonsoir. Vous étiez donc l'un des acteurs de cette conférence nationale souveraine à laquelle vous avez activement pris part. Et Dr Maudonodji Gilbert, vous étiez observateur, vous avez suivi donc le déroulement de cette conférence nationale souveraine et aujourd'hui vous êtes aussi un des observateurs donc de la scène publique politique tchadienne. Et donc ensemble avec vous deux, nous allons parler de cette conférence nationale souveraine qui a permis donc aux Tchadiens de pouvoir se réunir, de discuter et de pouvoir engager le Tchad sur la voie de la démocratisation. Alors première question, docteur Ahmad Hassan. Vous étiez acteur donc de cette conférence nationale souveraine. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce grand moment de cette conférence nationale souveraine? Comment était l'ambiance? Comment ça s'est passé? C'est un moment assez important que vous nous rappelez, donc je vous remercie sincèrement. Le 15 janvier 1993, c'était le premier jour de la conférence nationale souveraine, mais ça coïncidait également avec l'inauguration du palais du 15 janvier, oui, qui apporte absolument le nom, et c'était une proposition du président Déby qui, en ouvrant la séance, avait baptisé le bâtiment qui venait d'être achevé, du palais du 15 janvier, tout simplement pour consacrer l'historicité de la rencontre qui a regroupé plus de 800 acteurs, les représentants du monde rural, donc agriculteurs et nomades, etc., les représentants de la société civile, les représentants de plus de 30 partis à l'époque. Il y avait également l'administration centrale, territoriale, l'armée, les sécurités, et la diaspora également avait été conviée. Cette rencontre entrait dans l'euphorie de la démocratie et de la liberté proclamée par le MPS arrivé 2 ans avant au pouvoir. Et puis c'est un moment où il y a des grands changements dans le monde après la chute du mur de Berlin, l'enclenchement du processus démocratique dans le monde entier et notamment en Afrique, où il y a eu plusieurs autres conférences avant nous. Il y avait le Niger, le Bénin, etc., qui avaient organisé une telle rencontre. Ce grand forum a permis aux Tchadiens d'avoir de grandes espérances et de poser leurs problèmes de vie en commun. La question, c'est de comment vivre au Tchad ensemble pour éviter les difficultés que nous avons connues depuis la proclamation de la République et depuis l'indépendance. On avait débattu de plusieurs sujets et c'était, il faut reconnaître, le premier climat, c'était les Tchadiens étaient comprimés par des années de dictature et quand on avait cette conférence, il y avait n'importe qui s'était découvert une compétence associative, politique, etc. La liberté des paroles étant proclamée, tout le monde espérait et prenait part, qui parti politique, qui association. Et la société civile à l'époque était très forte. Moi, j'étais membre de l'Union des syndicats du Tchad, du bureau exécutif, représentant le personnel de la justice. Et on était très jeunes à l'époque. Et il y avait des grands sujets qui avaient été débattus. Des très grands sujets avaient été débattus sur la vie du Tchad, son avenir, etc., etc. La conférence a pris un certain nombre de résolutions et elle a duré 83 jours exactement. Elle a duré 83 jours du 15 janvier 1993 au 7 avril 1993. Donc, elle a mis des institutions, un projet de constitution, des grandes résolutions qui devaient fonder le nouveau contrat social tchadien. Il y avait eu également un organe
qui devait suivre l'exécution par le gouvernement de transition, donc le CST, où j'avais également pris part. Et puis, il y avait eu, après cela, des élections de consultation électorale pour plus donner de légitimité au pouvoir en place et des institutions qui en ont découlé. Et le terme de l'époque, je finirai ici, c'était le mot consensus. C'était le mot consensus qui avait entouré les débats. Et puis, l'un des sujets les plus importants, c'était la question de la forme de l'État. La question de la forme de l'État qui a pris plusieurs jours de débat sur un choix entre fédération, décentralisation ou maintenir le statu quo de la centralisation. Donc, c'est un moment très important pour le Tchad qui a connu des guerres. Et même pendant la conférence, il y avait des troubles au sud du Tchad. Il y avait des troubles au sud du Tchad avec le CSNPD de l'époque, avec FARC-VA, etc. Donc, et à l'extrême nord, et puis il y avait des résidus encore du MDD au lac Tchad, il y avait le FNT à l'est, plusieurs foyers de tension étaient présents, malgré ce forum qui a permis aux Tchadiens, en réalité, de poser les vrais problèmes. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi on revient toujours à la guerre? Pourquoi il y a la violence? Pourquoi il y a la violence politique depuis les indépendances, depuis 1963? Qu'est-ce qui se passe? Et je crois que sans tabou, les Tchadiens se sont parlé. Au moins se sont parlé et ils ont discuté de beaucoup de sujets. Donc pendant 83 jours, les Tchadiens se sont parlé. Et si on se rappelle ce jour-là, dans son discours, le président Idriss Déby Itno avait dit « Le 15 janvier est un jour d'espoir ». La réunion de la conférence nationale souveraine constitue non seulement un démenti aux prévisions pessimistes de certains milieux, elle est la manifestation de l'engagement des fils de ces pays pour un avenir meilleur et une occasion exceptionnelle pour tracer les lignes directrices d'un cadre administratif, politique, susceptible de garantir l'entente, l'unité, la paix, la démocratie et le développement. Alors, est-ce qu'il y a réellement, on a senti réellement l'engagement des Tchadiens pendant ces 83 jours? Tout à fait. Parce qu'il n'y avait pas, disons, il n'y avait pas l'autocensure, il n'y avait pas la censure également. Donc, le débat, tous les sujets avaient été débattus, sans aucune complaisance. La question de la langue arabe, la question, je veux dire, du bilinguisme en général, la question des religions, quelle est la frontière entre les religions et l'État, la question nord-sud, la question musulman-chrétien, la question, qu'est-ce qui se passe, la gestion de l'État, la compression, la dictature, l'économie, les replis identitaires, la place de la chefferie traditionnelle dans notre structure administrative, l'armée, le rôle de l'armée, quelle force il faut nous mettre en place, quelle forme de l'État. Je disais donc, tous les sujets avaient été débattus. Et il y avait eu des invectives, il y avait eu même des injures ethniques, tribales. La question de la langue arabe avait opposé beaucoup de gens. Il y avait eu des écarts de langage, il y avait eu des tensions, il y a eu des moments de colère. Donc, mais toujours est-il qu'il y a un élément fondamental qui, le miracle de ce pays, malgré les difficultés, malgré la grave crise qui avait failli éclater ce pays en deux, de 1980, entre le nord et le sud, le comité permanent au sud, dirigé par Feu Kamougué, et le nord, dirigé par un certain Hissène Habré. Malgré cela, aucun Tchadien du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, musulman ou chrétien, n'a réclamé une autodétermination, une sécession ou remis en cause la volonté de vivre ensemble. Ça, au moins, c'est quelque chose d'assez fondamental où tous les Tchadiens étaient d'accord pour continuer à vivre ensemble. Mais simplement, sous quelles conditions? Nous avons plusieurs ethnies, plusieurs langues, plusieurs cultures, je dirais. Une partie culture arabo-musulmane au nord, une culture néo-chrétienne animiste et autres au sud. Il y a des choses qui font ces diversités, mais comment continuer à vivre ensemble malgré les morts, malgré les rébellions, malgré les coups d'État, malgré un certain nombre de choses, les Tchadiens continuent à vivre ensemble, mais simplement les conditions de cette vie qui posaient problème. Avant cela, je crois qu'il faudrait que les téléspectateurs se rappellent, il y avait eu plusieurs rencontres au Tchad, avant la conférence nationale souveraine. Il y avait eu rencontre de Doyaba en 72, sous Tambalbaye. Il y avait eu rencontre de Dougia avec le président Goukouni en 81. Il y avait eu d'autres rencontres de réconciliation entre acteurs politiques, par exemple la Kano 1, Kano 2, Lagos, etc., ou la rencontre de Khartoum entre le CSM et le Conseil de commandement des forces armées du Nord à l'époque. Donc, moi, je crois qu'il y a eu plusieurs rencontres, mais l'un des grands forums que le Tchad a connu, c'était la conférence nationale souveraine. Et le président Déby avait raison de dire que c'était un jour d'espoir. Oui, tout à fait. Le MPS venait au pouvoir. Le MPS contrôlait le pouvoir. Il avait gagné le pouvoir par les armes, mais qui a accepté qu'il y ait une conférence nationale souveraine, que des grands sujets soient débattus. Et ça, c'est un grand mérite pour le président Déby.
Docteur Mondonoti Gilbert, alors vous étiez un de ces observateurs qui ont quand même pu suivre les travaux de cette conférence nationale souveraine, comme l'a dit tout à l'heure l'un des acteurs de cette conférence nationale. Il n'y avait pas de censure, tous les sujets étaient permis, tous les débats étaient permis, et il faut dire que ces débats ont été entièrement retransmis en radio et en télévision, en français, arabe et en Sahara. Donc ça a permis également aux autres Tchadiens qui n'étaient pas acteurs, qui n'étaient pas présents dans la salle, de pouvoir suivre tous ces débats, et j'estime que vous étiez parmi ceux qui ont pu suivre. Alors qu'est-ce que ça vous a fait de suivre des travaux, des débats d'une telle rencontre qui s'est déroulée quand même pour la première fois au Tchad et qui réunissait tous les Tchadiens? Ok, merci. Je voudrais une fois de plus remercier l'ONRTV pour l'initiative d'organiser un tel débat, une telle discussion qui permet de pouvoir jeter un regard rétrospectif, comme vous l'avez indiqué, mais aussi prospectif après 20 ans de conférence nationale souveraine. Il faut signaler qu'en fait, je n'étais pas un observateur passif. J'étais l'un des militants pour qu'une assise nationale se tienne dans le cadre de mon organisation des droits de l'homme, déjà dès 91, 92, jusqu'à l'aboutissement de la conférence nationale souveraine. Ce qui s'est passé, c'est que durant cette période-là, je me trouvais en dehors du Tchad dans le cadre de mes études simplement, mais j'étais l'un des militants pour qu'il y ait une assise nationale devant permettre aux Tchadiens de pouvoir faire le point sur l'état du vivre ensemble. En fait, comme mon ami Ahmad l'a dit, ce qui était en jeu, c'était quelles sont les conditions du vivre ensemble après plusieurs années de soubresauts, de conflits, de déchirures entre communautés, entre acteurs politiques, à travers tous les événements que le pays a connus. En 1993, le moment était opportun et ça a été justement facilité par le contexte international et le contexte africain qui était celui d'un processus de démocratisation et de libéralisation qui nécessitait qu'au niveau des pays, il y ait une ouverture. Comme on l'a indiqué, la démocratisation a été enclenchée par l'arrivée au pouvoir du MPS en 1990, mais le MPS ayant pris le pouvoir, dans ce contexte-là, a été amené donc avec les autres forces sociales de dire il faut définir un cadre permettant à ce que nous puissions poser les fondements et les jalons d'une société tchadienne où toutes les communautés vivent ensemble, où les acteurs politiques, au lieu de recourir à la violence armée ou à la lutte armée pour arriver au pouvoir, puissent privilégier la voie démocratique à travers les processus d'élection et autres. Donc, de ce point de vue-là, la CNS a été un moment effectivement historique. Il y a un certain nombre d'éléments qui ont été soulignés par Ahmad. Premièrement, c'était la recherche d'un consensus, la recherche d'un contrat social, la recherche d'une légitimité dans la gouvernance et la gestion des affaires publiques. Et ce sont des éléments essentiels sur lesquels on peut s'appuyer aujourd'hui pour pouvoir faire le bilan, pour dire est-ce que le consensus qui a prévalu en 1993 lors de la conférence nationale souveraine sur des grands sujets comme les réformes politiques et institutionnelles, comme la réforme de l'armée, comme les choix économiques, comme les choix qui sont faits comme choix de société, est-ce que ce consensus-là existe encore aujourd'hui? Est-ce que ce consensus permet de pouvoir relever le défi du vivre ensemble? Est-ce que ce consensus permet de pouvoir construire la démocratie, permettant à ce que les choix soient faits librement? Donc, ce sont des éléments sur lesquels on peut s'appuyer pour pouvoir faire le bilan 20 ans après, parce que n'étant pas acteur de premier plan, j'ai eu l'opportunité à travers donc tout ce qui a été écrit, à travers les sources documentaires, à travers tout ce qui est... Parce que ça a été enregistré. Et à mon retour des études, j'ai travaillé dans un centre qui a eu le privilège de pouvoir
conservé tous ces documents-là. Donc, au fil des années, j'ai pu donc me renseigner et savoir comme vous qu'il y a plus de 300 recommandations qui ont été adoptées pour pouvoir tracer une nouvelle voie pour le pays. On aurait pu, si on avait eu suffisamment le temps, prendre recommandation par recommandation et évaluer la mise en œuvre de ces recommandations. Déjà, par les gouvernements de transition qui se sont succédés et par la suite, à partir de l'adoption de la Constitution du 31 mars 1996, qui était la traduction du contrat social qui était, sur lequel les participants à la conférence nationale souveraine se sont mis d'accord. Donc, la Constitution était l'élément, la traduction du contrat social sur lequel les gens se sont mis d'accord. On peut revenir. Ok, la CNS en fait devait offrir ce cadre-là pour discuter vraiment des questions nationales, des questions d'intérêt pour les Tchadiens. Oui. Mais si on se rappelle, la question juste de la discussion du règlement intérieur de la CNS avait pris 3 semaines de débat avant d'entrer même dans le vif réellement des différents sujets qui étaient. Alors, est-ce qu'on était réellement préparé à aller dans cette conférence nationale souveraine ou on n'était pas préparé? Non, on était préparé. Et l'enjeu, justement, si le règlement intérieur avait duré, on avait mis 3 semaines avant d'adopter le règlement intérieur, c'est quoi? L'enjeu, c'était la souveraineté de la conférence et des décisions issues de la conférence. L'enjeu était un enjeu également fondamental et le fait de prendre du temps pour pouvoir arriver à un compromis, moi je pense que ça n'a pas été une perte de temps. Okay. Docteur Aboki, vous qui étiez dans la salle, donc participant aux travaux, on a pris plus de 3 mois pour la conférence nationale souveraine. Est-ce que c'était trop, c'était peu? Est-ce qu'il fallait plus de 3 mois? Écoutez, les débats en tant que tels, le désir des délégués à la conférence nationale souveraine était de continuer à débattre, de continuer à approfondir. C'était tout simplement, ça commençait à coûter cher. La conférence à l'époque, ça a commencé à coûter cher. Et puis, les débats traînaient à la longue. Alors, les points les plus saillants et qui ont été discutés, sincèrement. Ce délai a permis de trancher, par exemple, je le disais tout à l'heure, sur la question de la forme de l'État. La question de la forme de l'État, à un moment donné, certains acteurs pensaient que l'accaparement du pouvoir au niveau central, le mécanisme de la centralisation des décisions au niveau central depuis les indépendances a favorisé la dictature, a favorisé l'autoritarisme. Et comme ça a favorisé l'autoritarisme, il fallait trouver un mécanisme permettant aux périphéries, donc aux localités, de disposer d'un certain nombre de pouvoirs. Fallait-il des pouvoirs administratifs, donc la décentralisation, ou des pouvoirs politiques, c'est-à-dire la fédération? Donc le débat avait pris beaucoup de temps sur cette question-là. Et c'est comme si certains Tchadiens se sentant, disant que nos aspirations, nos diversités, nos légitimités ne sont pas prises en compte au niveau central et c'est impossible de les prendre en compte au niveau central. Il fallait nous donner des autonomies, des compétences politiques au niveau local, nous permettant de disposer par exemple des assemblées locales, d'un exécutif local, nous permettant de prendre des lois reflétant nos réalités locales, c'est-à-dire la fédération. Les Tchadiens disent, à ce niveau-là, d'autres disent non, ça c'est un risque d'éclatement du pays. Si on devait donner des compétences politiques à certaines régions ou à toutes les régions du Tchad, c'est un risque d'éclatement politique. Mais je pensais que c'était une peur des Tchadiens à l'époque, parce que quelles que soient les conditions, fédération ou autre forme, au niveau central, il y a toujours une autorité qui a des compétences plus générales, des grandes compétences au niveau de l'armée, sécurité, la monnaie, les affaires étrangères, etc. etc. Donc, mais chaque peuple conçoit la forme qui lui convienne en tenant compte de ses réalités et de son histoire. Après, on a convenu et on avait choisi la décentralisation. Comme l'a rappelé également le Dr Gilbert, c'est surtout la question du consensus qui a prévalu. Donc, après quelques jours, on a dit, choisissons la décentralisation. Et on l'a qualifié fortement décentralisé. On avait qualifié cela fortement. Ça aspire le fait qu'on veut vivre ensemble, mais vous ne tenez pas trop compte de mes diversités. C'est ça ce que ça veut dire. Donc, on a pris fortement décentralisé et nous avons pris 4 niveaux de décentralisation. Le niveau communauté rurale, le niveau communal, le niveau départemental et le niveau régional. Pour le moment,
On va revenir sur le bilan, mais on a expérimenté seulement un seul étage, c'est le niveau communal. Et là encore, au niveau de 42 villes, au niveau de 42 communes, simplement, pas toutes les communes du Tchad. Cette expérimentation, on y reviendra pour le bilan. Qu'est-ce que ça a été? Est-ce que c'est un bon choix ou c'est un mauvais choix? Mais, vous savez, on ne règle pas des questions de vivre ensemble par des mécanismes institutionnels. Ou est-ce que les Tchadiens, qu'ils soient dans la forme décentralisée ou dans la forme fédérée, est-ce que les Tchadiens sont d'accord de vivre ensemble? Je vous dis, madame, oui, les Tchadiens, tout le monde est d'accord de vivre ensemble. Mais après, on a dit la langue arabe. La question de la langue arabe a également pris des passions. Et contrairement à ce que les gens pensent, le débat n'était pas entre les gens du Sud et les gens du Nord à la conférence, mais même les gens du Nord. Entre eux, il y avait eu des gens qui ont porté des injures à certaines personnalités. Donc, à l'époque, on disait la langue arabe en tant que telle. Il y a des Arabes, des gens d'ethnie arabe, de souche arabe, d'origine arabe sont au Tchad, mais ils ne parlent pas la langue classique arabe scientifique. En tant que langue universelle, ils ne la parlent pas. Est-ce que vraiment, ce n'est pas trop tôt de la prendre comme langue officielle? Mais c'était aussi une revendication des rébellions du Nord. Et à Khartoum, on l'avait encore posé à l'époque aux accords de Khartoum de 1977. Donc, le CCFAN l'avait posé comme revendication, le Frolina l'avait toujours posé comme revendication. C'est comme une identité culturelle du Nord. Et donc, la langue arabe avait été débattue, la question, et on l'a retenue par consensus comme la seconde langue officielle après le français. Mais il fallait l'enseigner. Et quel est le mécanisme? Parce que les autres avaient peur qu'elle ne véhicule la religion musulmane. Qu'elle ne véhicule la religion musulmane sous prétexte de parler de la langue arabe, on puisse islamiser le Sud ou islamiser les autres contrées du Tchad par cette voie. Il y avait également la question de l'armée. Quelle forme il faut? Parce que le pouvoir au Tchad a été toujours la recherche du pouvoir par les armes, la conservation du pouvoir par les armes. Donc, est-ce que le monopole de la violence serait détenu par qui? Une région, une ethnie? Et qu'est-ce qu'il fallait? Donc, la question de l'armée a également posé des débats. Quelle forme d'armée? Fallait-il des représentants de toutes les régions, des ethnies pour composer notre armée nationale, pour qu'aucun groupe ne puisse avoir le monopole de la violence et s'accaparer le pouvoir? Il fallait. Donc, c'est des débats que nous avons également engagés. J'aimerais juste peut-être ajouter l'une ou l'autre chose sur la question de la durée. Vous avez posé la question de savoir est-ce que ça a pris trop de temps ou bien pas assez de temps. Moi, je pense que sur la durée, il faut voir que la CNS a été un moment de catharsis sociale. C'est-à-dire, pendant longtemps, depuis l'indépendance, les Tchadiens ont été comprimés par des régimes dictatoriaux qui se sont succédés et les gens n'ont pas eu la possibilité de s'exprimer sur les enjeux de société. Et donc, c'était vraiment une occasion pour les gens de se défouler, de pouvoir extérioriser ce qu'ils avaient. Et donc, c'était important. Deuxièmement, ça n'a pas duré plus que la CNS en RDC. Au Zaïre, à l'époque, ça a duré pratiquement une année. Et même 20 ans après, le processus en Tunisie, ça a mis une année. Et sur la question du contrat social, donc de la Constitution, depuis les gens votent article par article la Constitution. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Tunisiens, maintenant même, 20 ans après, sur le vivre ensemble, sur les questions essentielles, sont obligés de passer du temps. Et donc, pour moi, les 83 jours ne sont pas de trop. Ce ne sont pas de trop. Deuxièmement, sur l'un des sujets, maintenant en termes d'évaluation, peut-être que je vais trop vite en besoin, mais la question a été abordée par Ahmad, sur la forme de l'État. Là aussi, si on fait une analyse rétrospective, on a bien vu que l'un des problèmes du vivre ensemble, c'était la forme de l'État. Il fallait que les gens passent du temps pour pouvoir voir quelle est la meilleure forme de l'État pouvant permettre d'assurer le vivre ensemble. Et le choix qui a été fait en son temps était un choix judicieux et juste. Mais l'évaluation 20 ans après, c'est que cette décentralisation ne s'est pas concrétisée par rapport aux aspirations des gens, parce que
le pouvoir central, c'est comme s'il avait peur, ou il a toujours peur, de concéder un certain nombre de pouvoirs. Et donc, c'est la raison pour laquelle, 20 ans après, on a eu que les communes, et je pense qu'en termes de défis, pour pouvoir renforcer le vivre ensemble et construire le vivre ensemble, donner la possibilité aux gens de ne pas avoir un regard lointain sur la façon dont l'État fonctionne, accélérer le processus de décentralisation pour qu'au niveau local, les gens se sentent impliqués et participer dans la gestion. Est-ce dire que la mise en route réelle de la décentralisation va aider à avancer dans ce vivre ensemble-là? Tout à fait. De mon point de vue. Oui, je voudrais faire une certaine nuance. Oui. Et ça, je rappelle simplement à mon ami Gilbert, la décentralisation suppose qu'il y ait un État au niveau central fort pour supporter l'exercice de compétences au niveau périphérique. Le Tchad n'a pas eu le temps, l'État central n'a pas eu le temps de se stabiliser et d'exercer des compétences générales sur la question de l'unité, l'école républicaine, la paix, l'économie, l'égalité des régions, le développement harmonieux de toutes les régions. L'État central pose un problème. L'État central a été toujours remis en cause par des guerres et des instabilités politiques. Donc, cette peur dont fait aujourd'hui référence Gilbert, c'est que en fait, l'État central continue à conserver les compétences au niveau central en disant si je concède plus un transfert de compétences assez important, je risque de tout le perdre. N'oublions pas que la décentralisation n'est pas des compétences politiques, c'est des compétences administratives. Et l'État est représenté toujours par soit dans N'Djamena par un délégué général du gouvernement, en province il y aura le conseil régional, donc un gouverneur, le département, ça sera un préfet, et les communes, c'est le préfet qui les représente, etc. Les communautés rurales, ça sera les sous-préfets. Donc, les questions, la décentralisation ne suppose pas la remise en cause de l'unité ou du vivre ensemble. La décentralisation peut encourager à ce que les gens s'occupent de la gestion de leurs propres affaires locales. Donc, il y a un partage de compétences. L'État s'occupe, par exemple, de construction des routes, des ponts, etc., des aéroports, des grandes universités. Mais on va transférer l'entretien ou autre chose à telle ou telle compétence. Ça, c'est le domaine éducatif. On responsabilise plus la population par une élite. Donc, le problème, c'est que la décentralisation exige une très bonne compréhension, une élite préparée et surtout moins de peur de l'autorité centrale. Moins de peur de l'autorité centrale, mais c'est aussi que les administrateurs aussi et les ministères conservent les compétences et les ressources. C'est difficile de transférer toutes ces ressources parce que le transfert des compétences suppose le transfert également des ressources pour les autorités locales. Là, ça pose un problème et nous avons dit que la décentralisation pourrait contribuer à ce mieux vivre ensemble parce qu'au niveau local, les gens vont voir, ils sont rapprochés avec des autorités qu'ils ont eux-mêmes élues et ils le contrôlent. Ils contrôlent. Oui, c'est ça. Voilà, ils les contrôlent. Et ça pose, en se disant, les instructions ne viendront toujours pas de N'Djamena. Nous avons un conseil régional ou un conseil départemental et s'il est incompétent, dans ce cas, nous le sanctionnons. Nous sanctionnons ces autorités-là. C'est comme on le dit, la décentralisation, c'est retirer du pouvoir de l'autorité centrale pour le donner à l'autorité périphérique. Et donc est-ce que le Tchad est prêt à supporter les 4 niveaux? Est-ce que le Tchad n'est pas prêt? Ça, c'est autre chose. Le choix, nous l'avons fait. Mais on peut le planifier. Les Français ont adopté une constitution en 1958. Mais ils ont dit dans leur constitution, pas les 4 niveaux. Ils ont dit tout simplement, les collectivités territoriales décentralisées en France sont les communes et les départements. Les autres niveaux de décentralisation seront créés par la loi. Ils se sont limités à ce niveau-là. Ils étaient sages. Mais ils n'ont enclenché le processus qu'en 1981. Ok, les premières lois c'est en 82, mais ça, on peut faire une conférence débat là-dessus. Oui, je crois qu'on reviendra sur le sujet. On reviendra sur la question de la mise en œuvre de la décentralisation dans un autre débat. Justement, la décentralisation, c'était peut-être un des éléments débattus et auxquels on est parvenu à trouver une réponse à l'issue de ces travaux de la conférence nationale. Mais cette conférence a été sanctionnée par 344 recommandations. Tout à fait. Alors, au-delà ou en plus de la question de la décentralisation, quels sont les grands sujets, les grandes thématiques qui ont été prises en compte dans ces recommandations? Je rappelle également toujours, parce que je disais, la conférence nationale souveraine a été une occasion de débattre le contrat social, c'est-à-dire qui est instrumentalisé par la Constitution. Première chose, dans le préambule de la Constitution de 1996, mais ça n'a pas été retouché en 2005, on avait posé le problème
de consacrer dans le préambule tout le passé, népotisme, dictature, autoritarisme, division ethnique, etc. C'est consacré dans le préambule de la Constitution. C'est comme si les Tchadiens font le bilan en disant tout ça là nous l'avons vécu et maintenant nous allons plus le revivre ensemble. Mais en conclusion on dit les Tchadiens sont déterminés de continuer à vivre ensemble. Sous quelles conditions? Les droits et les devoirs des citoyens. L'objectif principal c'est la question du contrôle du pouvoir. Donc comment on accède au pouvoir? Il faut donner la parole au peuple. Donc les élections. Ça, c'est quelque chose qui a été également convenu. Que dorénavant, les armes ne seront plus la source ou les moyens d'exercice, la recherche et l'exercice du pouvoir. Donc on a dit qu'il faudrait quand même répartir au peuple, donner la souveraineté au peuple tchadien. Que les Tchadiens eux-mêmes élisent qui va gouverner à leur destinée. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il ne faudrait pas que les gens s'éternisent au pouvoir. Donc il y a ce qu'on appelle l'alternance. Et donc la limitation des mandats. La limitation de l'âge et des nombres de mandats. Ça également, on avait convenu. Les devoirs et les droits, comme j'ai dit, il faut garantir les droits tchadiens. En se référant également à la Déclaration universelle des droits de l'homme, à la Charte africaine, etc., etc. Mais on les a consacrés également. Un Tchadien, quel droit il a? C'est un citoyen d'abord. Quel droit il a? L'égalité citoyenne de tous les Tchadiens devant la loi. Ça a également été discuté. Quelle est la mission dévolue à l'armée? Quelle est la mission dévolue à l'armée et les autres démembrements des forces de sécurité, gendarmerie, garde nationale nomade, la place de la chefferie. La place de la chefferie. Donc les chefs traditionnels deviennent collaborateurs de l'administration. Avant la conférence nationale souveraine, on dit qu'ils sont auxiliaires de l'administration. Mais avec le repli identitaire et les gens tenaient à leur identité de chefferie, on avait conservé les chefs traditionnels, mais on avait dit qu'ils sont cette fois-ci collaborateurs. Là également, ça a été retenu. Les mécanismes de révision également. Donc, tout ça est la langue, et le bilinguisme. Maintenant, ça, c'est des grandes questions qui ont été débattues et qui ont été consacrées au projet de constitution, qui a été encore analysé par le CST, le Conseil supérieur de transition, et après d'abord a été déféré au gouvernement et le président a appelé au référendum les Tchadiens. Mais par la suite, il y a eu une modification et plusieurs modifications constitutionnelles, dont la plus fondamentale, c'est celle de 2002-2005. Donc 344 recommandations, plus de 3 mois de débat, 93, 2014, ça fait 21 ans. Alors vous qui étiez acteur, participant à cette conférence nationale, si on vous demandait de nous dire 20 ans après, quel regard vous avez de ce qui a été décidé? Écoutez, le Tchad a connu plusieurs choses. Le vivre ensemble n'a pas été remis en cause. Ça, c'est quand même quelque chose d'assez fondamental. La conférence a permis aux gens d'extérioriser ce qu'ils avaient comprimé et connu depuis les indépendances et avec tous les régimes autoritaires qui se sont succédés. Ça, c'est quand même un acquis. La conférence a permis aux gens de sortir ce qu'ils ont dans le cœur. Et ça, c'est après 20 ans, je pense qu'on continue à vivre ensemble. Deuxièmement, après la conférence nationale souveraine, malheureusement, le Tchad a connu des troubles politiques. Des troubles politiques, il y a eu des guerres. Malgré les résolutions, malgré tout ce qu'on a convenu, malgré les débats, il y a eu des rébellions. Il y a eu des contestations de pouvoir. Et les plus importants, c'est qu'en avril 2006 et en février 2008. Ça, c'est quand même quelque chose qui a été fondamental et des choses qui... Comment les traduire? Est-ce qu'il y a un mal vivre ensemble encore? Ou il y a un problème de contestation et de légitimité du pouvoir en place? Ou comment le traduire? Ou bien c'est une question identitaire. Donc ça posait, pour moi, c'est des questionnements qui restent en suspens malgré les résolutions et les débats à la conférence nationale souveraine. La stabilité et malgré les ressources dépoulant du pétrole, nous avons connu de grandes avancées économiques, les routes, les ponts, etc., les bâtiments administratifs, l'amélioration du cadre de vie. Certes, il y a encore des limites, la cherté de la vie, le chômage des jeunes, la question de la baisse des niveaux scolaires, la question de la couverture sanitaire, où il y a plusieurs universités, plusieurs centres de santé, où il y a un problème. Le Tchad, en stabilité, c'est à partir simplement de 2009. De 2009 jusqu'à aujourd'hui, on a eu une certaine stabilité et également ce qui a permis de faire des avancées socio-économiques importantes dans ce pays avec les ressources découlant du pétrole. L'autre élément que je dis, c'est que à la conférence nationale souveraine, nous avons posé un problème sur un doigt sur la question de la langue arabe.
Est-ce que depuis lors, les identités ont été tenues compte? Est-ce que la langue a été enseignée? Le bilinguisme fait le jour aujourd'hui, ça a avancé, c'est avancé exactement. Mais est-ce que tous les enfants ont commencé à apprendre cette belle langue, qui est la langue arabe, sans la décharger de la passion religieuse et culturelle? En tant que langue, ça, on n'a pas beaucoup avancé sur ce sujet-là. Et il y a également, malgré la conférence nationale souveraine, les guerres intercommunautaires. Nous avons connu des guerres intercommunautaires à l'Est. À l'Est, au Sud, ailleurs, nous avons connu beaucoup de choses, les conflits agriculteurs-éleveurs, on a connu énormément de choses, donc ce qui met un doute sur le vivre ensemble, surtout les guerres communautaires, donc intercommunautaires. Donc là également, je dis que nous avons, comme bilan, je dis 344 résolutions, il y a eu des avancées, il y a eu des acquis, dont le plus principal, c'est que les Tchadiens continuent à vivre ensemble. Il y a eu des avancées socio-économiques assez importantes. Et conscient de encore de ce mal vivre ensemble, le président Déby, en décembre 2010, a donné un grand discours et il a posé la question du vivre ensemble par ce qu'on appelle la Renaissance. Il a posé le problème du vivre ensemble. Ça, c'est quand même quelque chose d'assez militant. Il l'a posé et il vient de le répéter à Bangor. Il vient de le répéter à Bangor également, en parlant de l'égalité citoyenne. Il n'y a plus de Kirdi, il n'y a plus de Abid, il n'y a plus de Doum, comme les termes péjoratifs que nous utilisons pour nous identifier, même si on le fait en plaisanterie. Est-ce que les Tchadiens de cœur et d'esprit se sont réconciliés pour vivre vraiment ensemble sans les replis identitaires que nous avons connus? Ça pose un problème. Nous avons les chefs de file, les chefs de race, les chefs de coutume, etc., etc., etc. Et ça met en cause l'égalité citoyenne et républicaine qui devait, en principe, depuis la conférence nationale souveraine, nous devons laisser cela. Ça ne veut pas dire que nous renonçons à nos histoires respectives, à nos diversités, à nos cultures. Mais néanmoins, il faudrait quand même que la primauté de la loi de la République, l'égalité citoyenne soit une réalité. Malheureusement, il y a encore des chemins à faire sur ces sujets-là, sur ces sujets fondamentaux, malgré les résolutions, l'égalité, etc., nous avons connu. Ça encore, c'est des grands chantiers et les autorités, heureusement qu'elles sont conscientes, et elles le répètent tout le temps. Le président Déby le répète tout le temps, il faut qu'on vive ensemble en citoyens, etc. Ça peut baisser les tensions et ça peut permettre de reculer sur le côté violence politique. Docteur Mondouneji, votre regard? Oui, mon regard, c'est que le diagnostic est exact, posé par Amath est exact en termes de ce qu'on peut constater en termes d'avancée et sur les effets visibles. Mais fondamentalement, il y a le mal vivre ensemble. Le vivre ensemble, on le construit, mais le mal vivre ensemble vient du fait que dans le développement ou l'évolution de la société, les richesses ne sont pas équitablement réparties entre les gens. Il y a des gens qui sont très pauvres aujourd'hui, il y a des gens qui sont très riches. Donc, le défi, c'est de dire que s'il y a des ressources nationales, comme il l'a indiqué, le pays a engrangé d'énormes revenus pétroliers qui ont permis la réalisation de grandes infrastructures qui facilitent aujourd'hui la mobilité, les infrastructures scolaires, sanitaires et autres qui ont manqué. Ce sont des points sur lesquels on peut dire que des avancées notables ont été observées. Mais la cherté de vie là qui est ressentie au niveau du Tchadien le commun des Tchadiens fait qu'il y a un sentiment d'injustice, il y a un sentiment d'exclusion, il y a un sentiment d'inégalité. Et donc, celui-là, vis-à-vis de celui qui, à côté de lui, continue à vivre avec des moyens, il y a un mal-vivre. Et donc, le mal-vivre n'est pas aujourd'hui dans les mêmes paramètres ou dans les mêmes dimensions que celui qu'on a connu entre une opposition entre Nord-Sud, chrétiens, musulmans et autres, ce sur quoi il y a tout un effort qui se fait à travers le dialogue interreligieux, à travers ce qui se fait au niveau des plus hautes autorités. Mais dans la vie, maintenant, les paramètres ou le paradigme a changé. Le mal-vivre vient entre ceux qui en ont et ceux qui n'en ont pas, ceux qui profitent du système et ceux qui n'en profitent pas. Et c'est ça qui fait qu'il faut relever le défi sur ce plan-là pour faire en sorte qu'on arrive à une situation apaisée. Certes, il y a une stabilité relative, mais la stabilité et la paix au niveau politique
ne s'est pas répercuté au niveau de la paix sociale, parce qu'il y a des défis à relever de ce point de vue-là. Au plan institutionnel, on l'a souligné, l'une des grandes recommandations de quelqu'un je suivais ou je lisais dans les déclarations des gens qui assistaient à la conférence nationale, quelqu'un disait que le premier problème, c'est l'armée. Le deuxième problème, c'est l'armée. Le troisième problème, c'est l'armée. Et aujourd'hui, on a une armée qui, au-delà des frontières nationales, fait la fierté du Tchad. Une armée qui a des grandes capacités opérationnelles. Une armée qui peut défendre le territoire national, assurer la sécurité. Mais vous savez, la construction de l'état de droit, de la démocratie, dépend aussi de la façon dont l'armée est le creuset de la nation. C'est ça qui fera en sorte que les gens vont se sentir en sécurité à l'approche des forces de sécurité. Or, aujourd'hui, ça reste un défi. La construction d'une armée véritablement nationale, qui soit le creuset, le reflet, reste un défi pour les années à venir si on veut que l'armée ne soit pas simplement une armée forte, opérationnelle, avec des moyens importants, des capacités de projection au-delà des frontières nationales, mais que ce soit une armée aussi qui soit au service de la population. Alors, en matière de déficit, je vous demandais qu'est-ce qu'on n'a pas pu faire et qu'on aurait pu faire en ces 20 ans? Qu'est-ce qu'on a pu faire? Qu'on n'a pas pu. Qu'on n'a pas pu faire. Alors qu'on aurait pu le faire pendant ces 20 ans. Pendant ces 20 ans, il y en a beaucoup. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire et qu'on n'a pas pu faire? Premièrement, c'est au plan économique, et c'est l'un des rapports de la Commission économie et finances a mis l'accent, par exemple, c'est l'emploi, l'emploi des jeunes. Aujourd'hui, dans toutes les familles, vous avez des jeunes qui sont formés, mais qui n'ont pas de travail. Or, la charge sociale, et c'est un des éléments qui explique aussi la pauvreté, les inégalités, c'est qu'aujourd'hui, vous travaillez, à ma travail, moi je travaille, mais on a une charge sociale de plusieurs dizaines de personnes derrière parce que notre salaire, là, on doit le redistribuer, même à des majeurs qui continuent à dépendre de nous parce qu'ils n'ont pas des opportunités d'emploi. Donc, ça reste un défi majeur si on veut transformer la société et éviter les conflits. Les jeunes, si on a connu des rébellions armées, si on a connu des mouvements de contestation du pouvoir, la plupart des cibles, c'est des gens désœuvrés, des gens qui n'ont pas d'opportunités, des gens qui n'ont pas d'emploi, qui sont facilement recrutés et dans les groupes pour pouvoir contester les régimes en place. Donc, la question de l'emploi des jeunes reste un défi majeur. Deuxièmement, la réconciliation nationale. C'est vrai, il y a une paix relative, il y a une stabilité, mais la culture politique étant une culture de violence depuis des décennies, aussi longtemps qu'il va rester 2 ou 3 Tchadiens ou quelques Tchadiens en dehors du pays, ils auront toujours des velléités si on ne crée pas les conditions d'une véritable réconciliation et d'une paix durable qui n'exclut personne. Pour moi, ce sont là parmi des choses qui restent des défis majeurs à relever. Oui. Oui, moi je voudrais simplement compléter ce qu'on aurait pu faire sur des sujets précis. Vous savez que les déceptions, les inégalités, les privations des droits, ça se comprime. Les gens les compriment dans le cœur et ça se transmet de génération en génération. Et quand ça va s'éclater, ça serait un problème par la violence. Généralement, chez nous, ça s'éclate. Et les jeunes vont être dans la rue. Au-delà de l'emploi, il y a également la faiblesse de la justice. Il y a la faiblesse de la justice, l'impunité. L'impunité, nous la vivons aujourd'hui. Tous les Tchadiens sont dans une situation d'impunité la plus totale. L'image que la rue, la circulation vous donne l'image de la réalité tchadienne. Tout le monde fait ce qu'il veut. Les motos, les minibus, les cars, les gros bus, les gros transporteurs, les bennes. Mais sortez dans la rue. Sortez dans la rue, ça vous donne l'état du Tchad. Ça vous donne la situation du Tchad. Ça, on n'a pas réussi. L'incivisme total, caractérisé de tous les Tchadiens. C'est tous les Tchadiens. C'est tous les Tchadiens qui sont dans une situation d'incivisme total, d'impunité totale.
L'impunité est devenue même un privilège et tout le monde, et surtout les jeunes, ont un goût pour la tribu de la violence. Ils prennent des tenues militaires, même s'ils ne sont pas militaires. Il y a des gens qui sont les coupeurs de route, etc. Mais ça, nous avons manqué. Nous avons manqué. L'autorité centrale n'y est pas. Il y a une faiblesse de l'autorité de l'État. Et ça pose un problème. L'État, tant qu'il n'y a pas une autorité forte qui instaure l'ordre, la sécurité, le respect de la loi républicaine, ce n'est pas bien. Nous sommes entourés des contestations. Le Tchad est en ce moment l'îlot le plus stable de la sous-région. La Libye, l'État n'existe pas, a éclaté depuis le départ de Gaddafi. Le Niger, c'est un État stable, certes, mais qui ne contrôle pas une partie du territoire. Le désert du Niger est le passage obligé de tous les trafiquants. Le Nigeria est dans une situation de contestation, guerre interreligieuse, etc., qui pose un problème avec les Boko Haram qui sont à nos frontières. Le Cameroun se recroqueville sur lui-même et il a un problème déjà de contrôler l'extrême nord parce qu'il est aussi contaminé par le Nigeria à côté. La Centrafrique a éclaté. C'est le Tchad qui est en train de contribuer pour faire revivre ce pays-là. Le Soudan a éclaté en deux. Le Soudan a éclaté en deux et il y a des contestations du Darfour qui menacent par l'autodétermination. Donc finalement, le Tchad est l'îlot, il est sollicité par la communauté internationale. De plus en plus des réunions internationales se tiennent ici. Le Tchad est à la lancée, une armée, comme il l'a dit, assez vaillante. Mais à l'intérieur, il y a quelque chose qui bout dans la jeunesse. Une jeunesse très mal formée, une jeunesse incivique, une jeunesse dans l'impunité et une jeunesse qui se sent exclue. Et donc, elle n'a pas de travail. Et ça c'est pas... vous voyez, ça pose un problème réel. Ce mal vivre ensemble risque de revenir et risque de nous créer des problèmes où, généralement, au Tchad, on va tout de suite pour un rien du tout, on va en rébellion, etc. Peut-être qu'on n'aura pas de risque encore de rébellion, le contexte n'y aide pas, mais il ne faut pas qu'il y ait des questions urbaines, des questions de soulèvement urbain de la jeunesse. Ça, il faut que les autorités, je pense que nous avons raté sur l'application exacte de ces résolutions-là. Et l'enjeu du pouvoir va poser aussi un problème. C'est un débat. C'est vrai, le cadre politique, les autorités ont créé un cadre politique. Il y a la médiature qui intervient pour la recherche de la paix. Il y a le cadre du dialogue politique, le CNDP, c'est ça? CNDP qui est créé entre les acteurs, l'opposition. Il y a une CENI paritaire qui est mise en place, c'est bien, pour pouvoir préparer les élections générales, communales, je veux dire régionales, départementales, législatives et présidentielles. Les mécanismes de dialogue existent, le rapprochement entre les acteurs politiques. Mais ça également, il y a des peurs. Je crois, étant donné que tout le monde en est conscient, tout le président lui-même le dit dans ses discours, il faudrait trouver d'autres mécanismes plus importants pour pouvoir laver le cœur et les esprits. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça puisse marcher? On ne fera pas une nouvelle conférence nationale souveraine, ça je vous rassure, on ne fera pas une nouvelle conférence nationale souveraine, mais il faut que les autorités réforment beaucoup de choses, notamment l'armée. Il faut qu'elle soit républicaine, notamment là, malgré les moyens qu'elle a, les capacités de défense qu'elle a. Elle contrôle tout l'ensemble du territoire. C'est les forces de sécurité, de défense et de sécurité en général. En général. L'armée, la police, la gendarmerie doivent être républicaines et pour rassurer les gens. Pour rassurer non seulement les gens, mais même dans les missions extérieures, former aux questions fondamentales de droits de l'homme et tout ça, parce que c'est important pour... Donc ça rassure les gens. Si tout le monde se sent en sécurité, malgré le projet Prajus, par exemple, le projet d'appui à la justice avec le financement de l'Union européenne, la justice reste faible. La justice coutumière prime sur la justice républicaine. Cette question-là, il faut qu'on l'aborde, cette question de la justice. Il ne faut pas que le Tchadien se sente obligé d'appartenir à une ethnie, à un chef de race, et pour pouvoir, en cas de quelque chose, que ce chef de race soit où c'est sa communauté qui cotise pour payer le prix du sang. Cette question-là, il faudrait qu'on l'aborde d'une manière très forte. Il faudrait qu'on l'aborde d'une manière très forte. Éviter les questions communautaires. Il faut casser le repli identitaire, que la République prenne sa place, que l'État prenne ses responsabilités pour pouvoir rassurer tous les Tchadiens et l'égalité. Deuxièmement, il faut tout faire. Il faut que tous les Tchadiens se sentent égaux devant la loi, que la justice prime, que l'impunité soit vraiment combattue. Que l'impunité soit combattue. Il y a également un autre fossé. Il y a des gens extrêmement riches. Et quand je vais à Paris tout le temps pour des questions de recherche ou autres, ou des cours, mais je constate seulement que des Tchadiens se comportent en pacha. Certains Tchadiens se comportent en pacha dans les grands hôtels parisiens, dans les grandes palaces parisiennes. Et il y a également des Tchadiens qui continuent, je suis désolé, à manger des rats.
Donc ça pose un problème. Ce gros fossé-là, si on n'arrive pas à le faire, à le réduire, ça va poser un problème. Ce n'est pas bien. Il ne faut pas qu'il y ait une classe des riches et une classe des pauvres soumis à la puissance des autres. Ça, ce n'est pas bien. Il faut quand même casser cette déception. Tant que les gens ont à manger, il y a forte chance que les tensions puissent être baissées. Donc, il y a forte chance que les tensions baissent. Et ça également, c'est quelque chose qu'il faut faire. Il faut restaurer la sécurité. La sécurité pour tout le monde. Il ne faut pas que les gens se sentent en insécurité. Donc, la question de coupure de route, depuis, continue. Depuis, ça continue. Toujours, il y a des vols à main armée, il y a des coupures de route. Il y a des gens puissants qui continuent, on les arrête. Ils volent les véhicules des organismes, des des humanitaires, etc. Mais on les arrête et ils sont demain dans la rue. Par des interventions intempestives du politique, des militaires, etc., etc., etc. Ça, je crois qu'il faudrait changer cette image. Il faudrait changer cette image pour que chaque Tchadien se sente vraiment heureux. Les Tchadiens n'ont pas de problème. Contrairement aux autres, nous n'avons pas de problème interreligieux. Nous n'avons pas de problème. Chrétiens, musulmans et autres, nous vivons ensemble. Ça, il n'y a pas de problème. Saisissons cette nouvelle chance avec ce que le président appelle la renaissance pour lui donner un contenu réel. Que ça ne se limite pas au discours, il faudrait poser des actes de grandes réformes, des choses. Et je crois que le mérite reviendra à celui qui gouverne pour pouvoir sauver ce pays-là. C'est un très beau pays avec des capacités de ressources. De jour en jour, nous découvrons le pétrole. Il ne faut pas faire des déceptions. Docteur Mondoledi. Bon, moi, je pense que je souscris à ce qu'Ahmad a dit en ajoutant 2 ou 3 choses. Premièrement, ce qu'on aurait pu faire et qu'on n'a pas pu faire, il y a la question des conflits éleveurs-agriculteurs qui continuent à déchirer des communautés qui, pendant des siècles, ont toujours vécu en harmonie. Aujourd'hui, ce conflit a pris une dimension où il est instrumentalisé par quelques acteurs pour leurs propres intérêts. Et ça fait que ça continue à poser un problème de mal-vivre entre les deux communautés, entre les deux groupes qui se complétaient ou qui se complètent aisément parce que on n'a pas, l'agriculteur a besoin de l'éleveur et vice-versa. Et or, ce problème n'a pas véritablement été, n'a pas trouvé de solution. Donc, à la limite, même si on peut avoir seulement une conférence nationale sur les conflits éleveurs-agriculteurs, moi, ça vaut le coup. Et la question de la justice sociale et de la justice économique, on est revenu là-dessus, partage équitable des richesses au profit de tout le monde. Hein. Au départ, les revenus pétroliers, on avait une projection minimale. Aujourd'hui, on a une opportunité d'avoir une rente, d'avoir des revenus importants. Donc, il faut non seulement mettre ces revenus-là dans les infrastructures, mais également transformer les conditions de vie des populations. Ce qui est choquant, et vous pouvez le remarquer comme moi, si vous sortez, allez à l'avenue Niméry, depuis pratiquement 3 mois, si c'était il y a 20 ans, j'allais m'arrêter dans ma fougue militante, j'allais m'arrêter à enlever la banderole. Il y a une banderole qui est affichée par un regroupement de commerçants en disant la solution à la vie chère bientôt. Va être trouvée bientôt. Il ne faut pas qu'on se moque des gens. Ce sont les commerçants qui font de la spéculation, créent des conditions de vie difficiles aux gens et font une banderole pour dire que la solution de la vie chère va bientôt être trouvée. C'est se moquer des gens et je crois qu'il ne faut pas que ces genres de provocations continuent. Et si les gens sont conscients qu'il y a la vie chère, il faut que le gouvernement trouve des solutions à cela. Et c'est de cette manière seulement que la forte croissance économique peut se traduire dans les conditions de vie des ménages. Voilà ce que je peux ajouter. Je voudrais compléter. Oui. Madame la directrice, je voudrais compléter seulement une chose. C'est que, vous savez, une nation ne se construit pas en 10 ans, 20 ans, en 30 ans. Non, c'est des siècles que les nations se construisent et générations passent. Je crois que les autorités ont fait plusieurs rencontres sur ce qu'on appelle le système éducatif tchadien. Oui. Mais il y a un problème. L'école républicaine a disparu. On ne forme pas des citoyens. Les citoyens tchadiens, tout à l'heure, aujourd'hui, je crois qu'il y a un congrès des étudiants, mais le problème, c'est que l'école républicaine qui fait que l'enfant apprenne ce que c'est que l'unité, ce que c'est que la politesse, ce que c'est que le respect de la loi, le respect du maître comme second père, ça a disparu.
Ça a disparu de l'école que vous avez connue, que nous, on a connu, que les autres ont connu ou que nos aînés ont connu. Ça, vous ne pouvez pas... L'individu, je reviens sur quelque chose d'assez... Pour moi, c'est trop important. Parce que je me dis que l'individu appartient d'abord à son ethnie. L'enfant, il appartient d'abord à son ethnie, à sa langue, à sa religion, à sa région, avant d'appartenir à la République. Ça, c'est quand même un gros fossé, là, de plusieurs étages. Là, nous ne pouvons pas construire un avenir. Les enfants ne se concentrent pas sur l'application. Le mérite ne se fait pas. Moi, je crois qu'il faut renforcer la formation. L'investissement sur les hommes a été toujours le meilleur investissement pour construire des nations. Également pour mieux vivre ensemble, mais également pour le développement. Et les chances que le Tchad a en ce moment, d'avoir une paix relative, une stabilité et d'avoir des ressources importantes, il suffit d'utiliser ces ressources pas seulement pour construire des beaux bâtiments. C'est bien, c'est très bien, mais il faut aussi que les Tchadiens aient à manger. Il faut qu'ils aient à manger, que quelqu'un se sente détenteur. Je vous dis, madame, en février 2008, il y a eu des pillages des maisons de certaines personnalités. Moi, j'ai fait le tour de N'Djamena. Je n'étais pas là, j'étais en mission. Et quand je suis arrivé, j'ai fait le tour de certaines maisons. C'est triste. Il y a eu le pillage de la misère, où des gens volaient les climatiseurs, autres les ventilos, du palais du 15 janvier, etc. Mais il y a eu le pillage de la haine. Il y a eu également le pillage de la haine, où des gens venaient enlever même les pavés des maisons privées de certaines personnalités. Mais ça, c'est quelque chose d'extrêmement grave. Nous devons réfléchir sur ça. Pourquoi il y a ça? Pourquoi les gens trouvent une occasion de déstabilisation des institutions pour extérioriser le mal qu'ils ont dans le cœur? Il faut trouver des mécanismes pour enlever cela. Il faut trouver des mécanismes. Et là, il n'y a que l'éducation, il n'y a que la justice, il n'y a que la justice sociale, économique et la justice publique qui puissent régler ces problèmes-là où tout le monde va se faire. Vous avez ça, si on ne le fait pas, on ne construit pas. Il ne faut pas rater, tous les mots qui ont été cités dans la Renaissance prônée par le président Déby doivent avoir un contenu réel dans la vie des Tchadiens. Vraiment, ça serait un grand mérite. Mais quel sera réellement le pas à franchir? Parce que la conférence nationale, on a eu des rencontres, et la dernière rencontre sur l'éducation, c'était le forum sur l'éducation qui a prôné à la fin la renaissance de l'école tchadienne. C'est ça. Mais quelques mois après, on a senti qu'il n'y a même pas eu encore un début d'application. Alors qu'est-ce qu'il faut? Non, le problème, ce n'est pas les programmes. Le problème, c'est pas... Mais vous savez, même les enseignants, ça pose un problème parce que c'est les étudiants formés hier là qui deviennent des enseignants aujourd'hui et qui n'ont pas de qualité, qui n'ont pas de compétences. Tout le monde a une responsabilité. D'abord, l'État, qu'il pose le problème. Mais il y a eu des solutions d'approche, comme l'ancien Premier ministre a pris une décision pour fermer certains lycées en voulant, il avait la bonne volonté de vouloir concentrer dans les grands lycées et concentrer les efforts et donner les appuis aux grands lycées. Peut-être qu'à l'époque, il y avait quelques grands lycées. Le lycée Franco-Arabe d'Abéché, le lycée de N'Djamena, le lycée Félix Eboué de N'Djamena, le lycée Ahmed Mangué, le lycée de Bongor, etc., de Sar et de Moundou. Mais les élites ont été formées. Les élites ont été formées et bien formées. Donc, moi, je crois que ce n'est pas le nombre des infrastructures qu'ils connaissent, ce n'est pas les écoles qu'on construit, mais c'est le contenu qui pose problème. C'est-à-dire que les parents ont un rôle à jouer sur leur progéniture. Nous, les parents, nous avons notre part de responsabilité. Nous avons notre part de responsabilité. Il y a l'État qui a sa part de responsabilité. Mais il y a également le corps enseignant. Le corps enseignant qui est délaissé à lui-même. Il y a un problème de mal de l'éducation. Ça, si on ne le fait pas, les résolutions des états généraux de l'éducation et tout ce qui s'est passé n'auront pas d'impact. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait dans ça? On a éclaté le département de l'éducation en plusieurs. On a éclaté, on a recentré. Ça n'a pas tenu. Et puis aujourd'hui, nous avons plusieurs lycées, plusieurs collèges, des milliers d'écoles construites et des tables bancs, les parents d'élèves qui continuent à appuyer l'école avec leur fédération des parents d'élèves, les partenaires étrangers continuent à investir sur l'éducation, mais il n'y a pas de résultat. Il n'y a pas de résultat. On ne forme pas de bons citoyens et on ne forme pas de bons cadres. C'est qu'il y a un problème. Il y a un problème, on espère qu'on va arriver à résoudre et à relancer l'école tchadienne. Peut-être qu'on va essayer de finir cet entretien-là sur ces notes. Mais avant de quitter, je voudrais vous demander quel est le plus beau souvenir que vous gardez de votre participation à la conférence nationale? Le plus beau souvenir que j'ai gardé de la conférence nationale souveraine, comment je vais dire, c'est que j'étais très jeune. On n'était que les tout petits de la conférence nationale souveraine. Et on a observé les grands parler et j'ai beaucoup
beaucoup apprécié le discours du président Goukouni. J'ai gardé ce discours-là. Je ne connais pas l'homme. Je le connais de longue date. J'ai beaucoup apprécié le discours du président Goukouni à la conférence nationale souveraine. Il a été acteur militaire, ancien président. Il a les mains sales de sang. Il a été le Frolina, etc. Mais il a fait un grand discours de pardon. Un grand discours de pardon et de tolérance. Et ça, je l'ai gardé. Ça, c'est le plus grand souvenir que j'ai gardé des hommes d'État qui avaient appelé à la paix. Et depuis lors, d'ailleurs, il n'est plus reparti dans cette histoire. Et je crois qu'il est encore vivant, que Dieu lui prête longue vie. Ça, c'est quelque chose. Il y a également, le premier jour de l'ouverture, le président Déby était là. Il a aussi tenu un très grand discours. Et nous avons tous, Tchadiens, debout, chanté l'hymne national. On avait chanté l'hymne national. J'avais eu les larmes ce jour-là. Je disais que ce qu'on exprimait là, si c'est vraiment sincère dans le cœur, le Tchad est parti. Le Tchad est parti. Voilà ce que j'ai gardé de la conférence. Après, je suis devenu acteur, puisque j'étais membre du Parlement de transition. Nous avons renversé plusieurs premiers ministres, on a élu, etc. Et c'était l'exercice de la démocratie et de la liberté retrouvée. Et on n'avait pas la discipline des partis, parce qu'il n'y avait pas on n'appartenait pas à des partis, donc on avait cette marche de liberté qui nous permettait de prendre de grandes lois. Et nous avons pris de grandes lois fondatrices de ce pays-là. Et je crois que c'est ce que